est le 19e détenu américain à être exécuté en Floride depuis le début de l'année. Reconnu coupable de 5 meurtres dans les années 80, Frank Walls a été condamné en 1992 à la peine capitale aux États-Unis. Ses avocats ont demandé la suspension de cette exécution en expliquant que Frank Walls est atteint de déficience intellectuelle, mais rien n'y a fait. Ce jeudi 18 décembre, après avoir passé 33 ans dans le couloir de la mort, leur client doit recevoir une injection létale à l'âge de 58 ans. Alors que les États-Unis tournaient depuis maintenant 10 ans autour d'une vingtaine d'exécutions par an, ce chiffre a explosé en 2025. Au total, 46 détenus ont déjà été exécutés cette année. Pourtant, l'opinion publique tend à évoluer sur le sujet et le nombre des peines de mort prononcées se maintient, lui, à un niveau bas. Alors comment expliquer cette explosion du nombre d'exécutions aux États-Unis en 2025 ? Pourquoi des détenus attendent-ils si longtemps dans le couloir de la mort avant que leur peine ne soit réellement appliquée ? Je suis Pauline de Rovna et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Elisa Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. Romuald Sciorra, bonjour. Vous êtes politologue franco-américain, chercheur associé à l'IRIS. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous ferons un état des lieux avec vous, des questions autour de la peine de mort aux États-Unis. Mais tout d'abord, Elisa, ce jeudi 18 décembre est prévu en Floride, donc l'exécution d'un homme reconnu coupable de plusieurs crimes. Cet homme s'appelle Frank Walls, il a aujourd'hui 58 ans et effectivement il doit être exécuté après avoir reconnu plusieurs meurtres, 5 au total. D'après plusieurs médias américains dont CBS, tout démarre en juillet 1987. Frank Walls, ce mois-là, s'introduit par effraction dans une maison qu'il souhaite cambrioler. Cette maison, c'est celle d'un couple, Edward Alger, un aviateur, et sa petite amie Ann Peterson. Mais une fois à l'intérieur du logement, il voit que les propriétaires sont présents et il entreprend de les ligoter. Tout ne se passe pas comme prévu finalement, puisque Edward Alger parvient à se défaire de ses liens. Il bondit sur le cambrioleur qui en retour lui tranche la gorge et va l'abattre de 3 balles dans la tête. La petite amie de l'aviateur qui elle aussi se débattait est également exécutée par balle. Les autorités découvrent rapidement les corps des 2 victimes et le suspect, lui, va être identifié peu de temps après. Il va effectivement être interpellé quasiment dans la foulée, au lendemain de ce double meurtre. C'est en réalité son colocataire qui va trouver que Frank Walls a un comportement étrange, qui va donc alerter la police et les mettre sur la piste de ce suspect. L'homme est donc arrêté. On organise une perquisition à son domicile et là, les autorités découvrent plusieurs objets qui proviennent de la maison des victimes. Interrogé, Frank Walls va finir par reconnaître son implication dans la mort d'Ann Peterson et d'Edward Alger. Et ça ne s'arrête pas là, puisque son interpellation va aussi permettre de résoudre d'autres crimes jusqu'ici non résolus. Son ADN va matcher dans 3 autres dossiers, le viol et le meurtre d'une jeune femme un tout petit peu plus tôt dans l'année, en mai 1987, et puis 2 autres meurtres de femmes qui remontent aux années précédentes, 1985 et 1986, des crimes qu'il reconnaît également. Il y aura donc 2 procès, l'un en 1988 où il est reconnu coupable de meurtre, d'enlèvement, de cambriolage et de vol, et il est condamné à mort, mais la Cour suprême va annuler cette condamnation une première fois. Un autre procès est donc organisé 4 ans plus tard, en 1992, et là, la sentence est la même, la peine capitale est confirmée à l'encontre de Frank Walls. 33 ans se sont donc écoulés depuis sa condamnation à mort, et pourtant, Frank Walls va seulement être exécuté cette année seulement, en 2025. Romuald Sciorra, comment vous pouvez expliquer un tel délai et pourquoi certains détenus passent d'aussi longues années dans le couloir de la mort avant d'être exécutés ? Pourquoi certains détenus passent des décennies, voire pour l'un d'entre eux plus de 40 ans ? Tout simplement dû à la lenteur des différentes procédures. Comme cela a été expliqué, la Cour suprême peut parfois revenir sur une décision, de là il peut y avoir un appel de la part de l'État en question, ensuite un nouvel appel du condamné, cela peut donc prendre des années, les choses sont très longues au niveau judiciaire aux États-Unis, excessivement longues. Une fois que l'appel a été décidé au détriment
du condamné, celui-ci peut encore tenter d'intercéder auprès de la Cour suprême de l'État, une dernière fois de la Cour suprême, ce qui a été fait d'ailleurs dans le cas qui nous intéresse ici, puisque lundi, un nouvel appel a été fait à la Cour suprême des États-Unis après que la Cour suprême de Floride ait refusé l'appel du condamné. Donc bref, tout cela peut prendre énormément de temps, sans parler parfois des moratoires qui sont décidés concernant la peine de mort au niveau des États, au niveau fédéral. On oublie un petit peu vite que la peine de mort était totalement absente du paysage américain dans les années 70. La peine de mort a été abolie aux États-Unis avant de nombreux autres pays occidentaux. Elle est progressivement revenue au niveau de certains États, puis au niveau de l'État fédéral, etc., avant de disparaître à nouveau, de revenir, etc. Donc bref, tout cela explique pourquoi certains condamnés passent des décennies dans le couloir de la mort. Alors 18 personnes ont déjà été exécutées en Floride en 2025. Frank Waltz est le 19e cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si la Floride est un cas à part aux États-Unis et comment expliquer que cet État concentre autant d'exécutions ? La Floride concentre 40% des exécutions aujourd'hui aux États-Unis, ce qui est effectivement énorme. Alors oui, bien évidemment, on peut dire qu'aujourd'hui, la Floride est un État à part, et cela pour deux raisons. Premièrement, tout simplement, de par la position politique du gouverneur de cet État, Ron DeSantis, qui est un ultra-conservateur, qui est celui qui est à l'origine de ce que l'on appelle cette contre-révolution culturelle, qui aujourd'hui est relayée avec force par l'administration Trump-Vance. Cette contre-révolution culturelle a pour objectif, certes, de mener une lutte contre tout ce qui est appelé woke, tout ce qui est lié au mouvement wokiste, comme on dit aux États-Unis, contre toute politique d'inclusivité, d'inclusion, enfin bref, et LGBT ou tout ce que vous voulez, mais également sur le plan moral, puisque c'est Ron DeSantis qui a décidé que, par exemple, depuis le début de cette année, dans tous les établissements scolaires de Floride, publics, de la maternelle aux facs de droit, les 10 commandements sont affichés dans chaque classe. Ça donne une petite tonalité. Au même rang que du darwinisme, etc. Et donc, la peine de mort, dans cette idéologie, est quelque chose de très important, de très présent. Œil pour œil, dent pour dent. Donc bref, Ron DeSantis est un avocat de la peine de mort depuis des décennies. Dès qu'il est devenu gouverneur, il a décidé que celle-ci serait encore plus fortement présente dans la politique de son État. Donc voilà pourquoi aujourd'hui la Floride est le champion national en nombre d'exécutions, mais il a, si je puis dire, fait des petits au sein de ce que l'on appelle la Bible Belt, ces États ultra-conservateurs du sud-est des États-Unis, où l'on voit le nombre d'exécutions augmenter de façon exponentielle depuis quelques années. Alors pour en revenir à Frank Waltz, Elisa, son exécution a pourtant fait débat. Oui, récemment, ses avocats ont demandé à la Cour suprême de suspendre son exécution. Selon eux, il y a plusieurs circonstances qui font que leur client ne devrait pas être exécuté. Tout d'abord parce qu'il était âgé de 19 ans au moment des assassinats d'Ann Peterson et d'Edward Alger. Et puis aussi parce qu'il souffre d'un handicap intellectuel d'après eux. Ils estiment que le dossier contient de nombreuses preuves de la déficience intellectuelle de Frank Waltz. Toujours d'après eux, cette exécution violerait le 8e amendement de la Constitution américaine qui proscrit toute peine cruelle. Et la semaine dernière, il déclarait, je cite, « Non seulement M. Waltz a un QI inférieur à la moyenne, mais il existe également des preuves de ses problèmes d'inadaptation. La Cour suprême ne devrait pas ignorer ces preuves. » Ce sont les mots qu'ils ont employés pour tenter de faire annuler l'exécution. Ce n'est pourtant pas l'avis de l'accusation qui, de son côté, estime que Frank Waltz n'est pas déficient intellectuellement et ne l'a jamais été. Visiblement, ça a également été l'avis du juge puisqu'il
puisqu'il a invalidé la demande des avocats du détenu. Et ce débat est beaucoup plus large que le seul cas de Frank Waltz. Depuis plusieurs années déjà, les Américains s'interrogent sur le fait d'exécuter ou non les personnes atteintes de déficience. Ils se demandent notamment en dessous de quel seuil, de quel QI on considère que le condamné ne peut plus être exécuté. Le problème, c'est qu'actuellement, les États qui ont recours à la peine capitale ont chacun leurs propres règles en la matière, même si la plupart fixent un seuil de 70 points ou moins de QI. Il y a encore des différences. Les 9 juges de la Cour suprême se sont d'ailleurs réunis le 10 décembre dernier pour échanger autour de ces questions et tenter d'harmoniser ces différentes règles. Réponse attendue sur ce sujet en juin 2026. Et Frank Waltz, lui, ne devrait pas y échapper puisqu'il doit recevoir une injection létale ce jeudi 18 décembre. Romuald Siora, justement, on parlait des injections létales aux États-Unis. Est-ce que c'est la méthode la plus couramment utilisée ou est-ce qu'il en existe d'autres ? Il en existe d'autres. Il y a eu, par exemple, il y a encore beaucoup de polémiques autour des exécutions à l'azote, où l'on a vu des condamnés souffrir pendant de longues minutes. Et pourtant, celles-ci ont toujours lieu. Il y a évidemment toujours ce que l'on appelle la chaise électrique, il y a aussi la pendaison. Donc il y a plusieurs comment dirais-je, Méthode. exécutions possibles au niveau des différents États. Il faut comprendre qu'au-delà de l'aspect purement logistique, puisqu'il y a aussi un aspect financier, certains États n'ont pas les moyens de recourir à telle ou telle technique. C'est malheureux, mais c'est une vérité ici aux États-Unis. Il y a aussi l'aspect moral qui est très important, l'aspect religieux. Comme je le disais précédemment, œil pour œil, dent pour dent. Cette devise est prise biblique littéralement par de nombreux procureurs et aussi de nombreux États états-uniens. Donc bref, parfois il est jugé tout à fait normal, humain, que le condamné puisse mourir sans un minimum de confort, voire dans certaines souffrances. Donc tout dépend des États, mais certains jugent par exemple que la pendaison peut être une façon de mourir humiliante et donc nécessaire au punissement de la personne condamnée pour un crime particulièrement odieux. Donc oui, il y a plusieurs façons de procéder aux exécutions aux États-Unis. Ça aussi, c'est en discussion, bien que Trump ait signé un moratoire dès son retour au pouvoir, encourageant les procureurs à recourir à la peine de mort et surtout à ne pas minimiser les souffrances qui ont été faites aux victimes et donc à ne pas se priver d'exécutions qui pourraient sembler inhumaines aux yeux des Européens ou des Canadiens, par exemple. Elisa, on a évoqué il y a quelques instants le cas de la Floride et en prenant un petit peu de recul et en dézoomant, les institutions ont dressé un constat étonnant. Les exécutions sont en forte augmentation cette année aux États-Unis et pourtant, le soutien à la peine de mort s'estompe. Oui, cette année, on l'a dit, le nombre d'exécutions a battu des records. 46 personnes ont déjà été exécutées en 2025, alors qu'on tournait autour d'une vingtaine par an depuis 10 ans, selon l'observatoire spécialisé Death Penalty Information Center. Et pourtant, vous l'avez dit, Pauline, le recours à la peine de mort n'a pas pour autant augmenté au sein des tribunaux. En réalité, il est même plutôt dans une moyenne basse, puisque 22 exécutions ont été prononcées cette année aux États-Unis. Aujourd'hui encore, 27 États américains maintiennent la peine de mort. Parmi eux, la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie ne l'ont pas abolie, mais ils observent un moratoire sur décision de leur gouverneur. Et finalement, c'est bien la Floride, comme on l'a dit un peu plus tôt avec notre invitée, qui fait pencher la balance puisqu'elle représente à elle seule 40% du total des exécutions aux États-Unis cette année. Merci Elisa pour ces explications. Romuald Siora, je rappelle que vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis. Est-ce qu'on sait à quoi est liée cette augmentation des exécutions cette année et est-ce que les pouvoirs publics s'en expliquent précisément ? Cela est dû à plusieurs raisons. Il y a plusieurs facteurs. Premièrement, une volonté, par exemple, en Floride, de la part de Ron DeSantis, de démontrer sa volonté d'aller jusqu'au bout. N'oublions pas que nous en sommes dans un pays où ce que l'on appelle le virilisme est de plus en plus à la mode. Nous sommes en période préélectorale. L'année prochaine auront lieu les élections de mi-mandat. L'année suivante commenceront les primaires pour la présidentielle de 2028. Ron DeSantis est
sur Starting Block. Il est prêt à courir. Il avait déjà voulu courir en se présenter lors des dernières présidentielles. Il ne l'avait pas fait dû à la présence de Donald Trump. Cette fois-ci, il espère véritablement pouvoir remporter la primaire républicaine. Et donc, dans un pays où la force est idéalisée, où le virilisme est de plus en plus, comme je le disais, à la mode auprès essentiellement des milieux conservateurs, montrer qu'il est the sheriff in town, comme on dit ici aux États-Unis, ne peut que lui valoir des points auprès de l'électorat qu'il vise. Donc ça, c'est l'une des raisons pour un État comme la Floride, mais on pourra en citer d'autres. La seconde raison, le deuxième facteur, est que de nombreuses exécutions avaient été repoussées durant la pandémie, ce qui explique le fait qu'il y ait eu proportionnellement moins de condamnations ces deux dernières années que les années précédentes, mais pourtant plus d'exécutions. Et du coup, on comprend bien que le rôle des gouverneurs des États est central finalement concernant l'ordonnance de ces exécutions. Ah, bien évidemment, le gouvernement fédéral n'a pas son mot à dire, le président des États-Unis n'a pas son mot à dire lorsqu'une personne a été condamnée par un tribunal dépendant de l'État où le crime a été commis. Le président des États-Unis ne peut en rien gracier quelqu'un qui a été jugé par l'État de Californie, de Floride ou peu importe. Le président des États-Unis et le gouvernement fédéral n'ont un droit de regard que sur les crimes fédéraux, c'est-à-dire qui ont été jugés par des tribunaux fédéraux. Et donc là, effectivement, le président peut gracier quelqu'un, mais en aucun cas une personne qui a été condamnée par le tribunal d'un État. Alors justement, est-ce qu'on peut voir l'influence de Donald Trump et ses encouragements à avoir recours à la peine de mort? Récemment, par exemple, il s'est prononcé en faveur de cette peine-là pour l'assassin de Charlie Kirk, ce militant et influenceur conservateur. Est-ce que ça a des incidences? Oui, bien évidemment. Même si aujourd'hui, 53% seulement, et seulement entre guillemets, des États-Unis sont en faveur de la peine de mort, le fait que Donald Trump, le président qui demeure quand même très populaire auprès des milieux conservateurs et de ce que l'on appelle la nation MAGA, son électorat de base, son influence est considérable. Et lorsque le président signe, comme je le disais précédemment, un décret encourageant les procureurs à appliquer, à décider la peine de mort, dans une majorité de cas, bien évidemment, cela joue. Et puis, il y a un effet de boule de neige, de dynamique, de surenchère. Si le leader suprême, le président Donald Trump, est pour la peine de mort et encourage ce procédé, il faut surenchérir au niveau des États lorsque vous êtes sénateur d'un État conservateur, congressman, congresswoman ou évidemment gouverneur. Surtout ne pas paraître faible. N'oublions pas que nous parlons des États-Unis, un pays de pionniers, un pays de cow-boy, où la violence est quand même intrinsèque, je dirais, et au DNA américain, et où faire preuve de faiblesse est un aveu d'impuissance. Donc oui, lorsqu'on a un président qui est un aussi grand partisan de la peine de mort et qui encourage celle-ci, bien évidemment, cela ne peut que créer une dynamique en la faveur de ce procédé. Et même si aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que les Américains sont moins partisans de celle-ci, la peine de mort, une fois encore, n'oublions pas que la peine de mort avait été abolie dans tous les États américains et au niveau fédéral dans les années 70. Et aujourd'hui, les États-Unis sont le pays occidental où la peine de mort est le plus pratiquée. Et sur cette question-là, il s'inscrit en totale rupture avec Joe Biden. Bien évidemment, en totale rupture avec Joe Biden et avec ses prédécesseurs démocrates, mais aussi certains républicains. On se rappelle du président Gerald Ford, président républicain dans les années 70, qui était opposé à la peine de mort. Une fois encore, celle-ci avait été abolie, ou alors il y a eu certains moratoires dans certains États, mais Trump, effectivement, est en totale opposition avec Biden et ses prédécesseurs. Mais n'oublions pas que Donald Trump, et on parle toujours un peu trop de Donald Trump, ce mandat n'est pas uniquement celui de Donald Trump, c'est celui de Donald Trump et d'une droite extrême qui a enfin accédé au pouvoir aux États-Unis en 2020 avec l'actuel président américain, ce qui n'était pas le cas en 2016. On parle d'une véritable administration et des personnalités comme J.D. Vance, le vice-président,
ou Suzy Wills, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, qui était le bras droit de Ron DeSantis auparavant, le gouverneur de Floride dont nous parlions, ont une très très grande influence sur cette guerre contre-révolution culturelle, cette guerre contre le wokisme dont nous parlions également, au sein de laquelle évidemment l'enjeu sur la peine de mort pèse lourdement. Et donc Suzy Wills comme J.D. Vance, qui sont de fervents partisans de la peine de mort, ne font qu'encourager encore plus le président des États-Unis, ce qui, je le répète, crée un effet boule de neige à travers les États conservateurs. Dernière question, aujourd'hui, quels sont les types de crimes pour lesquels on peut être condamné à mort aux États-Unis ? Aux États-Unis, dans les États, on peut être condamné à mort pour tout crime de sang. Ça va d'un crime politique, par exemple, comme le crime odieux à l'encontre de Charlie Kirk, qui dans de nombreux autres pays ne serait pas considéré comme un vulgaire crime de sang, mais comme un crime politique, jusqu'au crime de sang le plus odieux, une personne qui en torturerait une autre, violerait une femme et l'assassinerait après, jusqu'au crime de sang, je dirais, entre guillemets, entendons-nous, par accident, c'est-à-dire une personne qui braque quelqu'un dans une banque, qui panique, qui tire, ou qui ne voulait pas spécialement tuer la personne, a tiré en l'air et malheureusement a tué cette personne. Évidemment, c'est un crime très grave qui mérite d'être puni, mais qui dans d'autres États, même en France ou d'autres États, lorsqu'il y avait encore la peine de mort, n'aurait pas été condamné à mort pour cela. Tout crime de sang aux États-Unis aujourd'hui est passible de la peine de mort. Merci beaucoup Romuald Seurat pour votre éclairage et votre participation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.